Bonjour tout le monde, bonjour aux derniers arrivants. Je vous propose de commencer si ça convient. Il est 10h04. Euh, voilà, on va commencer peut-être par se présenter, nous trois, donc que ce soit moi-même ou Patrick et Jean-Noël. On sera les animateurs de ce webinaire. Déjà, on va aussi commencer par vous remercier tous d'être présents. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous étiez près de 200 à vous inscrire. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, moi, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Louis-Anselme Delamage. Je suis associé au sein du cabinet. Euh, je travaille sur des problématiques d'assurance, un peu comme la spécificité du cabinet, que ce soit en termes d'évaluation actuarielle, d'évaluation de provision technique ou de gestion des risques. Voilà, ça fait à peu près 6 ans que je suis au sein du cabinet et on a décidé de faire un petit webinaire sur la gestion des risques et pour ça, je serai accompagné de Patrick Cohen. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Patrick Cohen, je suis manager au sein du cabinet Actuelia. Je travaille depuis à peu près un peu plus de 6 ans au cabinet sur des sujets réglementaires comme Louis Anselme et sur des sujets d'actuariat plus classiques, des travaux de provisionnement et de souscription. Et je suis également formateur auprès de l'Institut Carita, de la FNMF et de l'Argus de l'assurance. Et bonjour à tous, je suis Jean-Noël Ramé, consultant senior au sein du cabinet Actuelia depuis maintenant 3 années. Et dans ce cadre, j'ai également l'occasion d'accompagner un bon nombre de mutuelles dans la mise en place des normes réglementaires, notamment Solvabilité 2, mais également dans la mise en place de leur système de gestion des risques. Alors, pour présenter un peu le cabinet, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le cabinet a été créé en 2013, donc il y a maintenant un certain nombre d'années. On est à peu près une trentaine de collaborateurs. On aurait peut-être même pu actualiser parce que vous savez que chaque été, on reçoit un certain nombre de stagiaires pour la saison prochaine. Et donc, du coup, on doit être maintenant près de 35 personnes, 35 collaborateurs en comptant toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. On accompagne à peu près 120 clients, assureurs et mutualistes de différentes tailles. Sur toutes les problématiques actuarielles qui peuvent être rencontrées, que ce soit en termes d'évaluation, de provisionnement, de tarification, de formation, de reporting ou de gestion des risques. On travaille beaucoup sur tout ce qui est problématique d'ORSA. Alors, une des valeurs du cabinet, je précise ça souvent, mais j'aime bien en parler, c'est des valeurs liées à la pédagogie, liées au pragmatisme et à la capacité à pouvoir expliquer les choses de façon simple et compréhensible. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'est tous engagés quand on a discuté avec tous les collaborateurs en disant qu'on aime bien la technicité, mais pour ça, il faut qu'elle soit comprise par toutes et expliquée à tous. Donc, on avait mis en place, alors c'était au cours du premier confinement, ces systèmes de webinaires justement pour pouvoir échanger avec vous et ça avait bien marché. Et donc, on est content de pouvoir continuer cette expérience. On fait à peu près un webinaire tous les mois et demi. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer comme vous l'avez fait pour ce webinaire-là. Il y en a d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Vous pourrez aussi regarder tous les autres webinaires qui ont été faits sur le passé. Ils sont tous disponibles sur le site internet. Et j'en profite pour faire un peu de pub pour le prochain webinaire qui sera exactement le 12 mai et dont le sujet est optimisation des portefeuilles prévoyance. Il existe une alternative à la revalorisation. Et donc, ce sera notre spécialiste Jean-Nicolas Marillet qui va faire ce prochain webinaire et il sera accompagné de Catherine Pigeon qui est du cabinet Essentiel, qui est aussi un cabinet de conseil en actuariat. Et voilà, qu'on est ravis d'accueillir dans ce webinaire. Voilà pour la présentation du cabinet. Si vous avez la moindre question, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez vraiment pas à nous parler et à nous envoyer toute forme de questions.
Pour le cadre de ce webinaire, donc on a voulu aborder la gestion des risques. Alors, c'est un sujet qui est assez vaste, un sujet qui est assez compliqué, un sujet qui est assez d'actualité. Et je pense que le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui le prouve et l'explique. Notre démarche, notre volonté d'expliquer, de pédagogie a été évidemment de vous rappeler un peu le cadre actuel de la gestion des risques, les fondamentaux, si je peux m'expliquer un peu aussi, si je peux un peu rappeler les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on doit faire dans un cadre général de gestion des risques, quels sont les outils que l'on dispose, qu'est-ce qu'il est souvent demandé en termes de reporting réglementaire. Et donc ça va être la première phase de ce webinaire, ça va être assez rapide. L'idée est surtout de se dire que ce dispositif qui existe, qui est souvent déjà mis en place au sein des organismes, il peut être amélioré sur une approche très spécifique et pour des risques très spécifiques. Et les risques que l'on va essayer de creuser, d'essayer de voir, ce sont les risques émergents. Et on dit émergents, mais on pourrait mettre aussi des risques qui sont systémiques. On le verra la différence et la définition un petit peu plus tard. Mais l'idée est d'améliorer, de compléter ce dispositif déjà existant chez la plupart des acteurs pour appréhender les risques émergents. Et puis, on fera une dernière partie qui sera présentée par Jean-Noël sur justement comment on fait pour gérer ces risques émergents, ces risques systémiques. Comment on fait pour y répondre, comment on fait de façon pragmatique et de façon opérationnelle pour pouvoir mettre en place des travaux dans chacun de vos organismes pour pouvoir les appréhender au mieux. Alors, si on rappelle un peu le cadre actuel de la gestion des risques, on va quand même aller assez vite. Alors, on a repris les fondamentaux, les explications de tout ce qui peut être fait dans le COSO qui est un organisme international qui publie beaucoup de choses d'ailleurs, qui est assez intéressant sur tout ce qui est gestion des risques et qui va vous donner une définition de ces différents risques avec des mots-clés, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont le mot d'anticipation, le mot d'aléatoire et, et l'impact éventuel, c'est-à-dire que l'on est sur quelque chose d'incertain qui peut arriver et qui doit être couvert dans le cadre de la gestion des risques, des événements qui sont incertains avec des impacts éventuels. On n'est pas sûr que ça arrive, mais si ça arrive, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors ça, c'est l'approche un peu générale. Cette notion et cette définition est assez parlante selon moi. Si on rentre dans le détail, ils expliquent dans leur documentation que ce système de gestion des risques doit disposer d'un environnement de contrôle, d'objectifs, d'identification d'événements, d'évaluation des risques, de traitement des risques, d'activité de contrôle, de l'information et du pilotage. Ce sont toutes les tâches, tous les rôles, toutes les actions qui doivent être faites dans le cadre du COSO. Ça pour des risques qui peuvent être stratégiques, opérationnels, financiers, de conformité. Et sur une application qui peut être multidimensionnelle en fonction des différentes tailles du groupe. Donc, on voit que ce risque doit être appréhendé par plusieurs axes, par plusieurs côtés. Et c'est pour ça qu'il schématise cette gestion des risques sous une forme de cube qui sera repris par trois grandes thèmes, trois grandes actions, trois grands domaines, qui est l'identification des événements potentiels, la maîtrise des risques afin qu'ils soient dans les limites du risque appétit. On voit que cette définition du COSO reprend aussi cette notion d'appétence au risque que l'on a sous Solvabilité 2 et de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc, cette définition-là, on voit qu'elle est assez standardisée. Finalement, on commence à être relativement habitué. Et c'est assez drôle si on prend un peu de recul parce que, en fait, ça, ce n'est pas une application.
spécifique à l'assurance. C'est une définition de la gestion des risques commune à l'ensemble des entreprises. L'ensemble des entreprises doivent avoir une forme de gestion des risques pour se prémunir des événements aléatoires et de leurs impacts éventuels, et donc anticiper tout cela. Et donc, c'est ce dispositif qui était réfléchi. Alors, au sein des organismes, et pas des organismes d'assurance, au sein des entreprises qui réalisent ces travaux. Alors, les travaux sont réalisés par une personne en interne qui s'appelle le risk manager, qui définit la structure du dispositif de gestion des risques, qui diffuse la culture du risque et qui évalue les risques et qui donne son appréciation. L'objectif de ce risk manager, qui est un rôle qui est en train vraiment de prendre de plus en plus de place dans chacun des entreprises de certaines tailles, puisque aujourd'hui, on en parle souvent. L'objectif sera de déterminer des risques décents et d'y s'y préparer pour accroître la résilience de son entreprise. Alors, le risk manager, quand on est dans des organismes qui sont non assurantiels, il est porté par différents types de profils. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur l'AMRAE qui définit justement beaucoup ce risque de risk manager et qui rassemble un certain nombre de risk managers et qui définit un peu leur rôle et qui leur donne un certain nombre de billes. Il y a beaucoup de documentation qui sont faites. Je pense que là aussi, c'est une forme de lecture qui peut être intéressante si on veut s'intéresser à la gestion des risques. Alors, il précise dans ce cadre-là que le risk manager peut être un ingénieur, un technicien, on dirait presque un actuaire, enfin quelqu'un qui manie les chiffres, qui manie les probabilités, mais pas que. Puisque 30% dépendent d'un économiste, un commerce, c'est-à-dire une personne qui connaît l'activité. Parfois, ça peut être des risques qui peuvent être pris beaucoup plus sous un aspect juridique. Donc, on a des juristes pour 15% des profils. La gestion des risques, c'est-à-dire des formations qui sont spécifiques à la gestion du risque, ce n'est que 7% des risques managers. Donc, on voit que finalement, tout profil peuvent rentrer dans le cadre de cette problématique. On a aussi des personnes qui manient peut-être plus la science politique ou même l'assurance en tant que telle avec des formations spécifiques comme l'ENAS. Alors, qu'est-ce qu'on voulait expliquer en présentant ça? C'est que le risk manager, quand on est dans différentes entreprises, il y a différents types de profils par rapport à ses objectifs. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aura plus de risques juridiques, on a plutôt quelqu'un de juridique à ce poste-là. En assurance, les compétences nécessaires à pouvoir répondre à cette problématique sont un peu plus différentes. On est sur quelque chose de plus qui va jouer plutôt sur la mesure du risque, sur cette évaluation du risque, et pour lequel des profils un peu plus ingénieurs, actuaires, si je pourrais le dire, sont souvent préconisés. Alors, je vais laisser un petit peu justement la parole à Patrick qui va vous présenter du coup les profils qu'on attend au sein des organismes d'assurance, parce qu'autour de la table, il y a surtout des organismes d'assurance. Et donc, quel est le rôle de la fonction gestion des risques, son profil d'un point de vue réglementaire? On vient de dire que dans les entreprises, on a le risk manager qui porte le système de gestion des risques. En assurance, réglementairement, on a une fonction clé, la fonction clé gestion des risques, qui va porter ces sujets. Les exigences de compétences qui sont attendues de la fonction clé gestion des risques, on va les retrouver plutôt dans les textes d'orientation de la directive solvabilité 2, où on nous dit qu'on peut avoir une compétence d'une dizaine d'années dans un organisme d'assurance de taille importante, ou bien une expérience dans le conseil, dans le commissariat aux comptes ou dans le contrôle interne. On comprend que finalement, en assurance, ce qu'on attend de la fonction clé gestion des risques, c'est d'avoir une vision transverse des risques. Pourquoi? Parce que la fonction clé, elle va devoir parler avec les différents services pour adapter au mieux le système de gestion des risques de l'organisme d'assurance. Alors, la structure du système de gestion des risques, elle est aussi définie réglementairement par la directive solvabilité 2,
avec les étapes qu'on connaît tous, à savoir l'identification, la mesure, le contrôle, la gestion et la déclaration des risques. L'objectif final de ce processus, c'est de doter d'indicateurs qui vont nous permettre de surveiller tout le long de l'année nos respects des limites de tolérance au risque. Alors, si on résume assez rapidement les principaux points à se remémorer de ce qui est fait actuellement pour ces 5 étapes. L'identification, finalement, elle est assez simple sous la directive Solvabilité 2 parce qu'on a déjà une définition des différents risques qui sont sous le spectre de la gestion des risques. Réglementairement, la gestion des risques, elle porte sur les risques qui sont listés sur la slide. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans une entreprise classique, par exemple de restauration, on va surtout porter notre attention, par exemple, sur les cuisines, sur les flottes de livraison de nos commandes. Donc, on est sur des risques essentiellement opérationnels, alors qu'en assurance, on a bien ce risque opérationnel qui est présent, mais étant donné qu'on porte le risque d'une entreprise ou d'assuré, on a aussi le risque lié à l'activité d'assurance, souscription et provisionnement, et on a aussi le risque lié à nos prises de décision pour financer nos engagements, donc à travers la gestion actif-passif et les investissements. Ça, c'est pour l'identification. Finalement, on a déjà une ligne directrice réglementaire. En ce qui va concerner la mesure, pour ce spectre réglementaire, on va avoir finalement l'outil qui est la formule standard. Donc, la formule standard, ça va nous permettre de mesurer ces risques qui ont été précités, mais on n'a pas que cet outil. Alors, dans cette slide, on donne certains exemples d'outils dont on dispose actuellement. Par exemple, pour tout ce qui va être dispositif de contrôle interne, on va plutôt se tourner vers une approche coût-fréquence qu'on peut retrouver dans les cartographies des risques, avec un peu les risques opérationnels et les risques de conformité, où on a finalement des très grandes cartographies qui peuvent être de plus d'une centaine de risques. Pour ce qui va concerner les risques stratégiques, par contre, on va plutôt utiliser des axes de réflexion qui sont les réflexions SWOT, ou en français FFOM, qui vont permettre de recenser les forces, faiblesses, opportunités et menaces d'un organisme. L'idée de ces matrices FFOM, c'est finalement d'avoir une vision à la fois sur les risques externes et internes à l'organisme. Ça, c'est pour la mesure. Pour le contrôle des risques, finalement, l'outil de la formule standard, il nous permet déjà de trouver des réponses avec, par exemple, quand on met en place de la réassurance, ça va nous permettre de diminuer le risque technique et on mesure un risque lié à la contrepartie qui est souvent moindre. Mais on n'a pas que ces moyens de contrôle. Tous les moyens de contrôle et de gestion finalement de ces risques, on va aussi les travailler via des scénarios de stress, des stress tests qui sont effectués dans un exercice qu'on connaît tous, qui est l'exercice sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, ou exercice ORSA. L'exercice ORSA, qui est finalement le processus qui est porté par la fonction clé gestion des risques, il permet, à travers ces 3 objectifs, de répondre à ces 5 étapes du système de gestion des risques. La pertinence de la formule standard, finalement, c'est un peu l'identification des risques de l'organisme, c'est-à-dire est-ce que la formule est assez complète et sinon quels sont les risques qu'on a recensés via les cartographies ou via les matrices SWOT. Ces éléments-là, on va ensuite les quantifier dans le cadre de la mesure du besoin global de solvabilité et on va contrôler et les gérer pour s'assurer du respect permanent des exigences réglementaires. Donc finalement, l'exercice ORSA, à l'heure actuelle, il permet de répondre aux objectifs du système de gestion des risques. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut compléter ces outils actuels pour faire face finalement aux risques qui émergent de plus en plus et qui sont des risques auxquels très souvent on n'avait pas encore pensé. Je prends pour exemple ces 3 dernières années, on a rencontré des risques qu'on ne pensait pas pouvoir se produire et qui finalement se sont réalisés. Donc la question à laquelle on va chercher à répondre, c'est comment compléter les outils actuels. Alors, je pense que Patrick l'a bien résumé, c'est-à-dire qu'on a un dispositif avec des événements, des scénarios qui se sont avérés, qui ont entraîné un certain nombre de conséquences, plein de conséquences très compliquées pour les organismes d'assurance. Et on va donner trois exemples, on va essayer d'en chiffrer d'autres pour l'expliquer que derrière cette cartographie des risques où on a des risques qui peuvent être
individualisés, pris de façon indépendante, l'on a en fait des scénarios qui vont entraîner un certain nombre de risques. Si on prend la crise du Covid-19, on a évidemment eu des problématiques de gestion du personnel, des problématiques sur des pertes d'exploitation demandées en tant que couverture par l'ensemble de nos adhérents. On peut avoir une taxe Covid quand donc des frais de taxes qui se sont augmentés au moment de la Covid. On a eu une baisse parfois même de sinistralité. Comment on gère l'image que va avoir les assurances face à cette base de sinistralité. Donc, on voit bien que face à ce scénario-là, on a un certain nombre de risques, un certain nombre de sujets qui ont dû être traités et qui ont dû être étudiés au moment de cette Covid. Il y a eu cet événement-là, cet événement majeur, cet événement systémique, mais qui va entraîner un certain nombre de conséquences sur lesquelles il faudra y réfléchir. C'est pareil quand on parle des perturbations de transport maritime avec ces problèmes sur des retards de livraison pour les marchandises. On a eu des pertes d'exploitation, on a eu des retards sur les livraisons, on a eu des problèmes de logistique, de supply chain. Les matières premières en 2022, c'est une hausse de l'inflation, donc une hausse de l'indemnisation, un retard aussi sur la réalisation des travaux. Tout ça va poser des problématiques, poser un certain nombre de questions qu'il faudra essayer d'y répondre dans un cadre d'une gestion des risques qui ne va pas être uniquement sur certains segmenté sur certains risques, mais sur ces formes de scénarios à prendre. Et finalement, on est dans un environnement où les événements qui risquent d'arriver et qui peuvent être des scénarios enchaînent sur un certain nombre de conséquences sont croissants. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Est-ce qu'on pourrait avoir une pandémie? Est-ce qu'on pourrait avoir un endettement, enfin, est-ce qu'on peut avoir un endettement de l'État et quelles peuvent être les conséquences de cette hausse de l'endettement? On peut avoir des problématiques géopolitiques de guerre et qui entraînent une désorganisation mondiale. On peut avoir des problématiques de hausse des taux. En tout cas, c'est ce qu'on observe déjà. Quels vont être les scénarios de ces taux et quelles vont être les conséquences de ces différents risques? On peut avoir évidemment des risques politiques avec même, on peut dire, jusqu'à la montée des extrêmes au sein des différents pays. Donc, on voit bien que des scénarios sont en train de se faire et donc, du coup, plusieurs conséquences sont à réfléchir. Alors, si on zoome sur, par exemple, deux risques dont on entend parler beaucoup plus fréquemment depuis ces 3 dernières années, juste en quelques chiffres, les sinistres climatiques et le risque cyber. Les sinistres climatiques, c'est 250 milliards d'euros de sinistres en 2021 et des indemnisations d'assurance de 105 milliards d'euros. En fait, ce qui est intéressant de retenir quand on voit ces chiffres, c'est que par rapport à 2020, que ce soit au niveau des coûts de la sinistralité ou des coûts des indemnisations, on a une hausse qui est de l'ordre de 20%. Pour le risque cyber, même si c'est les chiffres de 2020, c'est quand même intéressant, entre 2019 et 2020, on a eu une multiplication de près de 3 des coûts de la sinistralité liés au risque cyber. Et l'assureur Hiscox a indiqué dans son rapport de l'année dernière que finalement, on avait à peu près 30% des compagnies d'assurance qui avaient été touchées en 2019 et près de 50% en 2020. Donc, ces deux risques, c'est des risques qui se croissent de plus en plus. La question à se poser, c'est finalement ces risques qui sont déjà présents, est-ce que ça reste encore des risques émergents? Donc, au fond, la question qu'on se pose, c'est un risque émergent, c'est quoi? Si on prend la définition de l'Association des professionnels de la réassurance en France, de l'APREP, dans son rapport 2022, ils définissent un risque émergent comme les risques en développement ou en évolution qui se caractérisent généralement par une forte incertitude. En fait, il y a 2 dimensions à avoir en tête vis-à-vis des risques émergents. C'est que ça va être soit des nouveaux risques qui ont une très forte sévérité pour les organismes d'assurance, soit ça va être des risques qui existent déjà, mais dont la sévérité va se renforcer avec une évolution d'environnement. Les risques qui sont nouveaux finalement et qui vont caractériser les risques émergents, on va avoir peu ou pas d'observation dessus, donc ils vont être difficiles à appréhender, mais on va voir quel type de réflexion on peut dégager pour finalement remédier à ce point. Et la transformation de l'environnement qui va aggraver la sinistralité des risques déjà recensés, ça va être des mutations technologiques pour le risque cyber
ou des mutations environnementales pour le risque climatique. Quels, finalement, signaux externes on peut recenser sur ces mutations? Alors, je vais prendre l'exemple du risque climatique et dans un premier temps, l'exemple de la sécheresse qui va un peu nous accompagner durant cette seconde partie. Ce qu'on voit, c'est que la demande de reconnaissance en CatNat des sinistres sécheresses depuis 20 ans, elle était constante jusqu'en 2015. On avait seulement des événements ponctuels. On se souvient qu'en 2003, on avait eu des fortes chaleurs, par exemple. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2015, on a une croissance de ces demandes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a une sinistralité qui se fait de plus en plus forte. La période 2015-2019, c'est 36% des demandes de reconnaissance de ces 20 dernières années. Donc, on voit qu'on a une aggravation de la sinistralité. Si on regarde du côté des éléments produits par l'ACPR l'année dernière, qui ont fait un travail sur l'évolution de la sinistralité tout péril en France à horizon 2050, on voit qu'on s'attend à une hausse dans certaines régions, celles qui sont en rouge vif, de la sinistralité de x2 à x5 dans certains cas. Pour pallier à cette évolution de la sinistralité, la CPR indique qu'on va avoir une évolution des primes d'assurance qui peut aller de x1,3 à x2. Finalement, on a ces signaux qui sont faibles quand ça provient d'une association ou forts quand ça provient du superviseur. Et la question qu'on se pose, c'est la fonction clé gestion des risques, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle recense dans un premier temps ces signaux externes, qui sont des signaux faibles ou des signaux forts. Ça peut être donc des éléments issus du superviseur, mais pas que. On va aussi avoir des éléments, par exemple, des autres entreprises. Il y a des publications qui sont effectuées chaque année par les organismes d'assurance. Par exemple, AXA publie chaque année sa cartographie des risques en mettant en évidence les risques issus de panels d'experts ou du grand public, où on a même des articles de journaux. Ce qui va être important dans la hiérarchisation qu'on va faire avant intégration à la cartographie des risques, c'est de ne pas écarter un risque parce qu'il est issu d'un signal faible. Dans les éléments externes, on pourra aussi noter, par exemple, les évolutions réglementaires. Dans l'élection présidentielle dans laquelle on est, on a par exemple plusieurs candidats qui ont eu des projets différents sur les réformes des retraites. Et donc, au fond, on sait qu'il va y avoir un changement et la question, c'est de savoir comment appréhender cette évolution. Alors, bien sûr, les signaux de la gestion des risques, ils ne doivent pas seulement être externes, on doit aussi recenser les signaux qui existent en interne et on pourra, parmi les signaux internes qu'on peut rappeler, sur lesquels on peut zoomer, c'est qu'on a un rôle transverse en tant que fonction de gestion des risques et donc il ne faut pas hésiter aussi à faire des échanges avec les personnes sur le terrain, les commerciaux et les gestionnaires. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent avoir un autre regard sur la réalité, c'est-à-dire la réalité des nouvelles souscriptions effectuées par les assurés et des garanties qui sont le plus commercialisées. L'important, finalement, c'est quoi pour la fonction clé gestion des risques? C'est de savoir si ces signaux faibles et signaux forts, ils sont issus de travaux, de sentiments que la fonction clé peut avoir, et de se questionner sur tous ces risques. Le but de ce questionnement, c'est de savoir si on va être concerné par ces risques ou non. Je donne un exemple. L'EIOPA a publié l'année dernière la cartographie des risques de transition énergétique donc liés aux évolutions climatiques. Dans cette cartographie des risques de transition énergétique, elle a identifié un risque de nouvelles technologies. Ce risque de nouvelles technologies, c'était quoi? C'était qu'un organisme souhaite avoir des investissements avec des critères ESG. Elle investit dans une entreprise qui a des technologies innovantes, mais l'entreprise qui a des technologies innovantes, finalement, ne rencontre pas son marché et ça cause une perte des investissements de l'organisme d'assurance. Finalement, l'idée, quand on a un signal qui est fort vu qu'il est issu de l'EIOPA, c'est de savoir est-ce que ce risque me concerne ou non. Attention, ce n'est pas parce qu'un risque est issu d'un signal faible et qu'il y a une faible probabilité d'occurrence qu'il faut que je l'écarte. Par exemple, ce qu'on peut noter dans la cartographie 2022 de la PREF, c'est que dans les risques émergents, il y a des risques qui ont des très faibles probabilités d'occurrence. Le risque de catastrophe naturelle exceptionnelle, où c'est le risque d'éruption des supervolcans ou d'éruption solaire, ou le risque de maîtrise des algorithmes.
Le risque de maîtrise des algorithmes, c'est quoi? C'est le fait que le développement de l'IA de l'intelligence artificielle conduise à une difficulté dans la maîtrise et dans les contrôles des résultats des algorithmes. Donc, on voit que ces risques, ils sont a priori très faibles en probabilité d'occurrence, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit les écarter de notre processus de hiérarchisation des risques. Si jamais on n'a pas une réflexion assez mature sur le sujet, on ne va pas tout de suite l'intégrer à la cartographie des risques, mais on pourra le mettre en tant que candidat pour l'année prochaine. S'il ne nous concerne pas, on va le mettre finalement dans cette boîte grise où on aura une absence d'action et de réflexion sur le sujet. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce que ces dernières années nous ont prouvé, c'est que finalement, les signes noirs, ça existe bien. Alors, les signes noirs, c'est quoi? Un signe noir, c'est un risque qui est tellement exceptionnel que finalement, on n'imagine même pas qu'il puisse se produire. Mais a posteriori, on peut l'expliquer. C'est par exemple la crise financière de 2008. On a aussi des risques qui ont des probabilités d'occurrence un peu plus grandes, mais qu'on n'imagine pas qu'ils vont se produire pour nous. C'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris. Pourquoi on dit rhinocéros gris? Parce que c'est une menace dont on sait qu'elle est forte, mais on se dit qu'elle ne va jamais charger sur nous. Ce qu'on peut prendre comme exemple, c'est le risque pandémique. On sait que toutes les décennies, il y a des risques qui peuvent être pandémiques en Europe. C'est juste qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit dès l'année 2020 pour nous et qu'on rencontre ce risque. Donc finalement, ce qui peut être complété dans les outils actuels de cartographie des risques, c'est que trop souvent, on a un risque qui a une très forte sévérité et une très faible probabilité, qui finalement n'allume pas de voyant rouge parce qu'il a une très faible probabilité, et donc du coup, on ne va pas s'intéresser à ce dernier. L'idée finalement, c'est d'introduire la notion de probabilité de survenance à un horizon temporel donné, qui est finalement des notions qu'on retrouve dans l'optique de mesure de risque. En effet, dans la directive Solvabilité 2, juste pour traduire ce que je dis, on a une mesure de risque qui est une mesure de 0,5% à horizon 1 an, qui est très souvent, pour les différents risques, basée sur une loi log normale. La réflexion qu'on doit avoir par rapport aux risques émergents, si bien sûr on est dans le cas où on a des données sur lesquelles travailler, c'est de savoir si on ne doit pas finalement réfléchir à d'autres modèles de distribution mathématique qui permettent de donner un poids plus important aux risques qui sont plus rares. Par exemple, la loi de Pareto, elle va avoir une queue de distribution qui va donner des poids plus importants aux risques qui ont une probabilité moins grande de se produire. Mais comme on l'a dit, les risques émergents, ils se caractérisent aussi par une chose qui est l'absence ou avoir peu de données. Alors, quand on a peu de données, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir sur le sujet. Au contraire, on va pouvoir raisonner sous forme de grande masse. Cette réflexion sous forme de grande masse, en fait, ça va être une réflexion par scénario et même plus que cela, une réflexion par causalité. Je donne un exemple. Si on a juste une approche quantitative, on va plutôt avoir une approche par corrélation. C'est-à-dire que dans la formule standard, on nous dit par exemple que le risque pandémique et le risque de marché, ils sont corrélés à X%. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que finalement, le risque pandémique, il conduisait à un risque de marché. Et la question qu'on doit se poser quand on a peu de données, c'est finalement, c'est quoi tous les risques qui peuvent se produire et à quel horizon de temps ils peuvent se produire. Travaillons sur un exemple pour traduire ce qu'on est en train de dire. Je continue sur l'exemple de la sécheresse et du risque climatique. Il y a un risque qui se fait de plus en plus présent, c'est le risque de RGA, qui est de retrait et de gonflement des argiles. Ce risque, c'est quoi? C'est que la hausse des températures et donc des périodes de sécheresse, elle conduit à une fragilisation des matériaux et donc à des fissures dans les maisons. Et les périodes de pluie qui alternent ces périodes de sécheresse, elles conduisent à une fragilisation des sols argileux et à un effondrement des bâtiments. Alors, imaginons que je sois assureur non-vie, je n'ai pas forcément les données pour calibrer une distribution pour mesurer ce risque, mais par contre, mes signaux faibles et signaux forts que je peux recenser au cours de l'année, ils vont me donner des indicateurs sur mes grandes masses. Par exemple, ils vont m'indiquer le coût moyen d'un sinistre RGA. Ça, je peux le retrouver dans les analyses qui sont effectuées par les organismes d'assurance, par les publications qui sont effectuées par les associations. Si je regarde les analyses produites par la CCR, je vois qu'à horizon 2050, je m'attends
à une augmentation très importante des pertes annuelles sur ce type de risque et que déjà l'évolution de l'exposition ces 4 dernières années, elle a été de plus de x2. Donc, pour construire mon scénario, pour pouvoir mesurer ce risque, les questions que je vais me poser, ça va être lesquelles? Ça va être savoir, est-ce que déjà ce risque il est inclus dans mes couvertures? Est-ce que ce risque il va pouvoir causer une migration des populations et donc revoir ma stratégie de développement géographique? Mais ça va aussi me poser des questions vis-à-vis des moyens de contrôle que j'aurais pu mettre, c'est-à-dire par rapport à mon réassureur. Est-ce que mon réassureur il va toujours être d'accord de me couvrir des risques qui sont en pleine expansion? Et finalement, dans le cadre de la mesure des risques, ce qui est intéressant de poursuivre, c'est finalement d'introduire cette notion de probabilité de survenance à un horizon de temps donné. Donc, le type de cartographie qui va plus non seulement écarter les risques qui ont une forte sévérité et une faible fréquence, c'est d'introduire la notion d'à quel horizon de temps on va pouvoir travailler. Par exemple, ce type de cartographie, donc, qui est utilisé par la SCORE déjà, ça va pouvoir nous permettre de savoir les signaux faibles et les signaux forts nous permettent de recenser des risques. Ces risques-là, soit je peux les quantifier à travers des distributions mathématiques, soit à travers des scénarios. Et en fixant un horizon de temps, je vais pouvoir dire ce risque de RGA, dans quelle mesure il va m'impacter, ou ce risque cyber, dans quelle mesure il va m'impacter. Cette arrivée des risques émergents, il demande aussi aux organismes d'assurance finalement d'être imaginatif et créatif par rapport aux moyens de couverture qu'on peut mettre en place. L'imagination, elle se fait par la création de nouveaux produits d'assurance pour mieux appréhender ces risques émergents avec des réponses sur le domaine de l'assurantiel qui n'étaient pas suffisamment adaptées. On va parler de l'assurance indicielle ou paramétrique, qui est un type d'assurance qui est basé sur des paramètres objectivables comme indice de montant forfaitaire de remboursement. Au départ, cette assurance indicielle était fait en réponse à des problématiques lors de catastrophes naturelles, puisque l'on avait des délais d'indemnisation et une hausse des coûts au moment des catastrophes naturelles, puisque évidemment, lorsque l'on a 100 maisons à réparer dans un même secteur, eh bien, les réparateurs, les personnes qui vont reconstruire et rebâtir les maisons, ils vont augmenter les prix parce que leur cahier de commande est plus important. C'était quelque chose d'assez logique. On avait une inflation des coûts au moment des catastrophes naturelles. Et on a voulu essayer d'y répondre par cette notion de montant forfaitaire en cas d'événements paramétriques. Alors, comment ça fonctionne, cette assurance indexée sur les paramètres? Mais imaginons une sécheresse. Une sécheresse, la première chose, c'est qu'est-ce qui déclare, qu'est-ce qui conditionne qu'on peut dire que s'il y a eu une sécheresse. Quels sont les indicateurs qui nous ont permis de voir et de déterminer qu'il y a bien eu une sécheresse? Est-ce que c'est la température, l'humidité du sol? En tout cas, il y a un événement de construction de ces indicateurs indiciels pour pouvoir déclencher l'événement sécheresse. La deuxième étape, c'est une conséquence qui doit être faite en amont, qui va être d'avoir une baisse des rendements moyens qui vont être observés suite à cette conséquence. Et donc, on peut estimer un remboursement, une indemnisation liée à cette conséquence à ces sécheresses, ces conséquences sur les destructions des bâtiments liées à ces sécheresses. La troisième étape, du coup, va être le versement d'une créance forfaitaire liée à cette déclenchement de l'assurance vis-à-vis de l'assuré. Alors, si on peut résumer de façon très, très, très rapide, cet élément-là, c'est de dire mais pourquoi finalement je vous parle de l'assurance paramétrique même de façon très rapide, de vous expliquer que c'est des choses qui sont importantes, c'est que finalement, par rapport à ce qu'a expliqué Patrick, on a des signes
que l'on peut imaginer, que l'on peut voir, que l'on peut faire, mais qui peuvent être soit des signes noirs, soit des rhineros gris, qui vont nous dire, on sait qu'il y a des risques, on sait qu'ils peuvent survenir, mais on ne les connaît pas et on aimerait avoir une couverture cohérente face à ces éléments-là. Et donc, on peut mettre en place ces modes d'événements qui sont en place. Et prenons l'exemple plus simplement du climatique. On sait qu'on va avoir une augmentation de fréquence. On ne sait pas si on va réussir à répondre de façon pragmatique à ces augmentations de fréquence de catastrophes naturelles. Eh bien, on peut mettre en place cette couverture climatique. D'autant plus que ça paraît relativement vertueux. En tout cas, c'est l'argumentaire que peut dire les assureurs qui sont déjà lancés sur ce type de produit, puisque l'on va avoir en fait un prix de l'assurance qui va être lié à des indicateurs, qui va être lié à une forme d'indicateurs objectifs sur des créations de catastrophes naturelles et qui ne va pas uniquement se baser sur un historique de sinistralité pour tel ou tel agriculteur ou pour tel ou tel constructeur d'habitation. Eh bien, cette notion est assez importante puisque finalement, on observait ces dernières années que les agriculteurs qui utilisaient le plus d'engrais avaient moins de sinistres et payaient moins d'assurance alors qu'ils étaient moins vertueux pour le climat à long terme. Et donc, cette notion de couverture paramétrique peut essayer d'y répondre. Alors, le domaine de l'agriculture paraît assez simple. Il peut y avoir d'autres domaines pour lesquels on voit ces types de couverture. On peut avoir le voyage, la construction, l'énergie renouvelable, l'événementiel évidemment, et pour tout ce qui est perte d'exploitation liée à des coupures de courant, des pannes de service. On est de façon forfaitaire en fonction du temps dont le réseau peut être indisponible et puis en fonction des réalités de perte d'exploitation. Donc, finalement, ce qu'on a dit sur les deux premières étapes, qui sont l'identification et la mesure des risques émergents, pour compléter les outils actuels, les points à retenir, c'est la mise en place d'un processus de hiérarchisation des risques. Ce processus de hiérarchisation, il est permis par le recensement des risques par des signaux faibles et forts, une réflexion sur est-ce qui me concerne ou non, sans écarter les risques qui peuvent me paraître trop rares. Les risques qui peuvent paraître rares, on va quand même les inclure dans notre réflexion parce que ces dernières années, elles ont montré que ces risques pouvaient se produire. Second point à retenir sur la modélisation, savoir vers quel type de distribution de modélisation mathématique on va se tourner, réfléchir si la modélisation par une loi de Pareto n'est pas, par exemple, plus enclin et plus adapté. La construction de scénarios pour finalement matérialiser les effets de causalité qu'on peut imaginer et regarder si par hasard, un peu comme sur l'assurance indicielle dont on vient de parler de Anselme, on ne peut pas se baser aussi sur des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs qui concernent directement un historique de sinistralité, mais d'autres indicateurs qui permettent d'avoir des informations sur les impacts de ces risques émergents. Donc, compléter nos outils sur les parties identification et mesure des risques, c'est une première action qu'on peut faire. Mais sur ces risques émergents, finalement, sur les trois parties qui sont contrôle, gestion et déclaration, on peut également mettre en place des actions pour finalement renforcer notre anticipation vis-à-vis de ces risques. Et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Noël qui va parler de ce sujet. Alors, à l'heure actuelle, les outils mis à disposition par Solvabilité 2, notamment la formule standard, l'ORSA ou encore la cartographie des risques, par exemple, sont certes assez robustes, mais peuvent être étendus dans le cadre de la gestion des risques émergents ou systémiques. Donc, on vient de voir qu'ils pouvaient être étendus dans l'identification et la quantification, mais c'est également le cas pour leur maîtrise opérationnelle et leur gestion. Les éléments de maîtrise et de gestion dans le cadre de l'ORSA, par exemple, sont finalement assez macro. Par exemple, pour réduire un risque technique, on va pouvoir mettre en place une couverture de réassurance ou mettre en place
une couverture pour la gestion des actifs, mais il faut également prendre en compte tout l'aspect opérationnel qui n'est pas pris en compte dans le cadre de ces travaux ORSA. Si nous prenons par exemple l'exemple juste avant de la réassurance, il faut s'interroger sur plusieurs questions essentielles. Qui appelle le courtier en réassurance? Quel courtier en réassurance on va appeler? Qui va négocier les différents contrats de réassurance? Quel montant on est prêt à payer pour se couvrir en réassurance? Ou quels sont les risques qui vont découler de ces souscriptions à ces différents contrats et quels vont être leurs impacts? Et l'un des principaux aspects sur lesquels se questionner sont ces différents liens de causalité et l'effet boule de neige des risques émergents et systémiques. Prenons par exemple le conflit récent russo-ukrainien. Il va mettre en évidence un autre type de risque à appréhender pour la fonction gestion des risques. Ce sont les risques liés au conflit géopolitique. Ce risque de conflit géopolitique, et notamment dans ce cadre spécifique du conflit russo-ukrainien, va par exemple générer un risque de guerre ou un risque d'embargo, un risque de boycott, de sanctions ou des risques financiers. Donc, on retrouve bien ici notre effet boule de neige. Dans le cadre de ce conflit-là, de ce conflit géopolitique, et notamment en cas de guerre, il peut y avoir, par exemple, une hausse du risque cyber. Dans le cas d'un risque lié à un embargo ou au boycott, on a un risque de hausse des taux de change plus important, un risque de retard dans le trajet des livraisons maritimes ou un risque, par exemple, de hausse des prix de certaines matières premières. Néanmoins, certaines garanties permettent de protéger l'activité des entreprises qui sont titulaires des contrats internationaux d'exportation ou d'importation et qui investissent ou financent certaines opérations à l'étranger. Donc, les anticipations qui peuvent être faites dans ce cas, c'est de s'assurer, par exemple, qu'on n'a pas de rouble dans ses comptes, qu'on n'ait pas assuré différentes entreprises russes ou qu'on n'a pas assuré des garanties de créances russes. Et justement, dans le cadre de cette crise particulière russo-ukrainienne, les assureurs ont eu le temps de passer en revue l'ensemble de leurs expositions et de prendre certaines mesures, comme déclencher des exclusions de guerre, par exemple. Donc, au fond, on voit qu'il y a tout un système d'anticipation pour éviter qu'il y ait des conséquences importantes pour l'organisme. Et finalement, ce qu'on demande à la gestion des risques, c'est justement de mettre en place une certaine gestion de crise. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion de crise? Alors, évidemment, il est impossible d'anticiper la nature de la crise et à quel moment elle va survenir. C'est le propre des risques émergents ou systémiques. Comme l'a dit Patrick, sont soudains. Mais il est possible de réaliser et engager une réflexion en amont de la réalisation de ces risques qui permettra d'anticiper leurs impacts. C'est la définition même de la gestion de crise, en fait. L'objectif, c'est de gagner en réactivité et donc de permettre de ne pas prendre des décisions dans la précipitation. C'est justement cette démarche que l'on n'a pas faite dans le cadre de nos travaux ORSA, car on ne va pas aussi loin dans cette réflexion. Donc, l'anticipation et la mise en place d'une gestion de crise en amont de la survenance de ces risques-là permettra d'éviter du coup une mauvaise gestion de crise, c'est-à-dire de diminuer le nombre d'erreurs qu'on va commettre, par exemple du fait d'une décision prise dans la précipitation, ou d'éviter les coûts supplémentaires ou les dégâts causés par le retard dans votre réaction. Ça permettra également d'éviter une communication bancale qui pourra provoquer un risque d'image fort, et puis ça permettra d'éviter un manque de coordination des équipes, car en cas de crise, l'importance, c'est évidemment de savoir qui fait quoi. Et ce manque de coordination pourra vous apporter une certaine désorganisation. Donc, on comprend bien qu'un incident bien traité est un incident bien préparé. Alors, pour anticiper les crises, il faut se poser toutes ces questions et mettre en place un certain nombre de choses, comme par exemple la construction de scénarios systémiques qui sont réalisés à partir de la cartographie. Mais il faut aller plus loin et penser à tous ces effets boule de neige, comme on a vu dans l'exemple du risque géopolitique. Ensuite, si le risque survient, il faut savoir qui sera responsable de le gérer. Donc, il faut définir un responsable de la crise afin de piloter et de guider l'ensemble de ce dispositif de crise. Enfin, il faut préparer sa communication en cas de survenance de crise. Il faut la préparer en interne, mais aussi en externe. L'idée est vraiment de définir un interlocuteur privilégié qui s'occupera de la communication. Car si la nature de crise est compliquée à prévoir, il est en revanche possible de mettre en place en amont une stratégie qui permettra à l'organisation de gérer au mieux sa communication en cas de perturbation, autant en interne qu'en externe. Par exemple, pendant la crise du Covid, il y avait la question qui s'était posée sur l'activation de certaines garanties de perte d'exploitation et qui étaient ou non couvertes par les contrats d'assurance. À cette époque, il y avait beaucoup d'organismes qui avaient défini une stratégie de communication dans le cas où ils seraient confrontés, par exemple, à des recours en justice.
Et donc, dans ce besoin d'anticipation, c'est lui qui va nous permettre de définir un certain nombre de choses. Il va nous permettre de définir, par exemple, comment assurer l'efficience de la continuité opérationnelle. Puis ensuite, de définir la feuille de route qu'on va avoir pour mettre en place un plan de gestion de crise. Et enfin, ce sont toutes les procédures de communication. Mais dans tout ça finalement, c'est quoi le rôle de la gestion des risques? Alors, l'objectif, finalement, ce n'est pas d'avoir ou de rédiger un rapport qui soit rangé au fin fond d'un bureau, mais c'est de mettre en place des exercices pratiques et opérationnels. Donc, le rôle de la fonction clé gestion des risques, ça va être d'animer des sessions de simulation de crise en interne. Un exemple tout bête, dans le cadre des exercices incendie, chaque année dans les entreprises, les collèges, les lycées, l'alarme est déclenchée et permet de s'assurer que tout le monde est au fait de l'organisation à respecter en cas d'incendie. Donc, dans le cadre de la survenance d'une crise impactant une organisation, c'est exactement la même idée. Il faut pouvoir anticiper sa survenance en construisant des scénarios de crise et en mettant, par exemple, le comité exécutif de l'organisme en situation réelle. Et donc, concrètement, quelles sont les questions qu'on va devoir se poser durant ces sessions de réflexion? Et dans les faits, comment ça se passe? Eh bien, dans les faits, la gestion des risques va définir différents scénarios de crise pouvant mettre en difficulté l'organisme. Pour cela, il va soulever un certain nombre de questions, comme par exemple, qu'est-ce qui va pouvoir mettre en difficulté mon organisme? Quel est l'horizon de temps du scénario à modéliser? Quelle va être l'ampleur du risque? Est-ce que ce risque-là va engendrer un effet boule de neige s'il survient? C'est-à-dire, est-ce qu'il va engendrer d'autres risques? Donc, par exemple, si on donne un exemple, si on se concentre sur le risque d'évolution, par exemple, d'une hausse soudaine des taux d'intérêt, il faut se poser toutes ces questions et essayer d'y répondre. Donc, il faut se demander quel va être l'impact d'une hausse soudaine des taux sur les valeurs de marché de mes actifs et de mes provisions, et quel va être l'impact sur ma solvabilité. Est-ce que du fait de cette hausse soudaine des taux, je vais être encore solvable ou non? Si finalement, si je ne suis plus solvable, quelles vont être les conséquences? Est-ce que je vais perdre mon agrément ou non? Il faut également se demander sur quel horizon de temps s'effectue mon scénario de crise. Ou si je fais de l'assurance vie, par exemple, il faut se demander quels peuvent être les différents impacts. Donc, il va y avoir une évolution de l'engagement de l'assuré, il peut y avoir une augmentation du nombre de rachats, on va sans doute devoir vendre certains actifs, et la vente de ces actifs va peut-être nous générer des moins-values. Donc, ce sont toutes ces questions-là à se poser et à réfléchir dans le cadre de la constitution opérationnelle de ces scénarios de crise. L'idée, c'est donc vraiment de réfléchir et de lister toutes les questions et d'imaginer les impacts de votre scénario. En l'occurrence, ici, l'impact que va avoir une remontée soudaine des taux sur votre organisme. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, nous allons réfléchir sur les différents management actions que l'on va devoir mettre en place. Et dans les faits, comment ça se passe? Eh bien, c'est définir des plans d'action permettant un retour à une situation moins critique. Et donc, au préalable, c'est de définir ce qu'est une situation moins critique. Est-ce que l'on veut retourner dans une situation initiale, c'est-à-dire avant la survenance de la crise, ou est-ce que l'on veut atteindre certains objectifs de résilience? Par exemple, réfléchir à ce que je dois mettre en place pour que mon résultat soit à l'équilibre, ou ce que je dois mettre en place pour que mon niveau de solvabilité atteigne mon niveau d'appétence que j'ai défini au préalable. Ou peut-être, à contrario, est-ce qu'on veut profiter de cette crise pour en faire une opportunité? Si on se replace dans une situation de crise de remontée soudaine des taux, les rendements de vos obligations vont automatiquement remonter et certains vont peut-être saisir l'opportunité pour investir sur les marchés obligataires afin de réaliser du rendement financier. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est vraiment de bien définir les management actions et surtout la situation dans laquelle on veut être suite aux actions de remédiation, car en fonction du scénario de crise que vous avez prédéfini et des différentes menaces, opportunités qui en découleront, les choix réalisés vont être différents. Dans un second temps, il faut également se demander en combien de temps cette mesure pourrait être mise en place. Est-ce que dans le cadre de notre scénario, je suis capable d'être très réactif et mettre en place des mesures de remédiation immédiates, ou est-ce qu'au contraire, les mesures à mettre en place prendront plus de temps? Par exemple, si je veux, dans le cadre de mon plan de remédiation à la suite d'une crise, mettre en place une nouvelle couverture de rassurance, il est quand même difficile de prendre cette décision du jour au lendemain, puisque les traités vont devoir être négociés et vont devoir être calibrés en fonction de votre structure. Et tout ça prend du temps. Donc, il est important de bien définir l'échelle de temps de votre plan de remédiation, c'est-à-dire en combien de temps mon plan de remédiation peut être effectif.
Alors, les autres questions à se poser, c'est également qui aurait la charge de la mesure de ce plan de remédiation, qui serait en charge de piloter ces mesures, ou quelles sont les limites de mise en œuvre. Et puis enfin, on en a déjà parlé plus haut, mais c'est définir un plan de communication de crise, c'est-à-dire définir qui a la charge de la communication en interne, donc la communication aux salariés, et qui a la charge de la communication de la crise en externe, et à qui on doit communiquer. Est-ce qu'on doit communiquer aux clients, aux sous-traitants, aux partenaires, etc. Donc, la mise en place d'exercices opérationnels de mise en situation à la suite d'une réflexion de groupe permettra de mieux anticiper les risques émergents ou systémiques, car le fait d'effectuer plusieurs exercices à blanc permettra d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus fluide dans la décision le jour où la crise éclate. Donc, le risque ne sera jamais mieux pris en compte que lors de la mise en place d'exercices opérationnels à intervalles réguliers. Et si on prend un exemple tout simple, un risque cyber, il faut anticiper et prédéfinir les coûts liés, par exemple, à l'investigation, à la communication ou encore la réparation qu'un tel risque va engendrer s'il survient. C'est également anticiper la mise en place de mesures d'urgence et arrêter, par exemple, la propagation du virus. Et enfin, il faut pouvoir mettre en place des solutions pour éviter que ces risques-là, une fois qu'ils sont survenus, ne resurviennent ou du moins que leurs impacts soient moins significatifs si ce risque a nouveau lieu. Dans ce cas, par exemple, dans le risque cyber, il est par exemple possible d'effectuer des simulations opérationnelles à travers des tests anti-intrusion. Donc, afin que cette gestion de crise soit gérée de manière efficace, le plan de gestion de crise doit répondre à plusieurs notions importantes. Dans un premier temps, c'est amener l'ensemble des personnes clés à travailler en équipe dans le cadre de cette gestion de crise. Le fait d'avoir une équipe structurée avec des rôles bien définis permettra d'éviter toute confusion. Il faut faire ressortir également des plans de prévention pour l'avenir. Donc, dans le cadre de l'exemple du risque cyber, la mise en place du scénario de crise nous a permis de détecter par où le virus s'est propagé. Donc, la prévention auprès des équipes permettra de ne plus causer d'incidents similaires. Enfin, il faut tirer des enseignements permettant de détecter des signes avant-coureurs face à ces risques et rédiger des procédures opérationnelles. Et je laisse l'UANSEM conclure. Le micro, l'UANSEM. Alors, pardon, excuse-moi, merci. Alors, on va essayer de conclure un peu ce webinaire. N'hésitez pas à prendre le temps aussi de nous poser des questions sur ce que vous avez pu entendre, sur ces définitions qui ont pu être faites pour qu'on puisse y répondre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on a essayé de vous présenter une démarche de gestion des risques. Alors, on a repris des fondamentaux que vous connaissez, qui sont les exercices ORSA. On a repris des fondamentaux qui sont les cartographies des risques et on a essayé de dire, mais attention, est-ce que l'on prend suffisamment tous les risques? Est-ce que l'on prend suffisamment les risques émergents? Est-ce qu'ils sont bien définis? Alors du coup, on a essayé de passer un peu de temps pour savoir comment on fait pour définir un risque émergent, quels sont les signes qui vont nous permettre de définir ces risques émergents et du coup de vous proposer des éléments pour pouvoir essayer de construire des scénarios de risques qui peuvent être systémiques, qui peuvent être entraîner un certain nombre de risques et donc du coup d'aller un petit peu plus loin et peut-être via cette réflexion-là alimenter vos rapports hors ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit permettre d'accroître la culture du risque et d'avoir un plan d'anticipation de ces crises via ces groupes de travail, ces scénarios de crise qui peuvent être réalisés en interne. Ça, je pense que c'est la première chose importante. Ça va permettre de renforcer potentiellement les opérations de prévention. Est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de se couvrir avant que ce risque ne survienne? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui avait été redit par Jean-Noël et je pense que c'est important de bien l'avoir en tête et d'assurer des limites de garantie lorsque l'on se rend compte que l'on dépasse un certain nombre d'appétences au risque. Il y a certains scénarios qui peuvent être des conséquences et qui peuvent être trop importantes par rapport à notre appétence au risque. Alors tout ça vient évidemment compléter des travaux qui sont déjà nombreux au sein de 2022. Ce qu'on a l'habitude de voir sur 2022, c'est toujours ce travail sur l'appétence au risque avec cette déclinaison en budget
budgets de risque qui doivent être réalisés, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez l'habitude de faire, et évidemment de compléter, de refaire ces éléments en intégrant une politique écrite qui soit un peu plus précise sur ces plans d'action. En tout cas, ces deux thèmes qu'on peut voir, je dirais même ces trois thèmes, ce sont des missions qu'on a l'habitude de faire, que ce soit en termes de déclinaison de manière opérationnelle des budgets de risque, d'audit et de revue des politiques écrites, ou alors amélioration, anticipation de systèmes de gestion des risques. Donc, c'est des choses que nous, on peut avoir l'habitude de faire. En tout cas, on espère que cette réflexion par rapport aux risques émergents, par rapport à leur définition et par rapport à des exercices pragmatiques pour pouvoir essayer au mieux de les appréhender et de les prévoir et de les anticiper, vous ont intéressés. Et nous, on serait ravis de répondre à vos questions, d'échanger sur ce sujet, de voir si tel risque que vous anticipez en interne, que vous avez l'impression d'avoir des signaux, mais que vous n'arrivez pas à le matérialiser, peut-être prendre un moment avec vous pour y réfléchir et voir comment il peut être appréhendé de la meilleure des façons. Je vous remercie en tout cas pour tous ces éléments-là. On arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas vu de questions ou alors j'ai raté. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment dans le chat. Alors, j'ai une question un peu plus d'ordre opérationnel, c'est de savoir évidemment si le support sera accessible. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au départ, c'est que il y a déjà, il y aura la présentation qui a été enregistrée et qui sera mise sur le site. Et il me semble que si vous nous demandez, on peut évidemment vous envoyer le support en plus si vous avez besoin de récupérer un certain nombre de slides. Donc, il n'y a aucun problème pour vous fournir le support. Merci beaucoup en tout cas. Et en tout cas, pour ceux on a essayé de tenir un délai. Alors, c'est 11h06, on a été un peu plus long que prévu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour pour votre participation. On espère vous revoir prochainement parce que, comme on vous l'a dit, on a un certain nombre de webinaires qui sont prévus régulièrement. Donc, et souvent, je finis un petit peu comme ça. Si vous avez des idées de thèmes de webinaires, nous on serait vraiment intéressés. C'est peut-être quelque chose qu'on peut faire, des sujets qui vous sont importants, sur lesquels vous voulez que l'on aborde dans le cadre d'une réflexion et qu'on présente dans le cadre d'un webinaire. Nous, on est ouvert à toute proposition de sujet sur ces prochains mois. Merci beaucoup en tout cas, et du coup je vois que tout le monde est en train de nous quitter, donc merci pour votre participation. Merci à tous.